Good afternoon, everybody. Bonjour, bon après-midi à tous. Bon après-midi, bonsoir. Pour certains en ligne, peut-être bonjour. Nous sommes réjouis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vais aider à présenter les orateurs de la prochaine séance. Je vais me présenter et pourquoi nous sommes enthousiasmés d'être ici. Je suis Piers Bocock, je suis le vice-président du domaine international pour Bixel. Certains d'entre vous savez déjà qui est Bixel et d'autres pas. Nous sommes un sponsor diamant pour cet événement. Et j'aimerais remercier Catherine, Jay, Wade et le conseil d'administration de la SDI d'avoir organisé cet événement merveilleux. Plus d'un millier de personnes ici, plus d'un millier en ligne. L'énergie est palpable. Et l'année dernière, nous sortions d'une cave ou d'une caverne, nous sortions de la pandémie, mais cette année, nous sommes de retour. Merci à la CDI. Ça me réjouit de revoir des visages que je connais. Certains ont quelques rides, d'autres ont moins de cheveux. L'année dernière, j'avais une petite entreprise, mais cette année, je me réjouis de travailler pour Bixel, qui travaille avec des agences fédérales pendant plus de 15 ans et a contribué au développement international pendant les 5 dernières années. Le but est d'aider les organisations qui veulent faire une différence dans le monde, faire ce qu'ils font de manière plus efficace. Notre mission est changer pour le mieux la vie des milliers de personnes. Nous le faisons par des engagements, la collaboration au niveau des connaissances et cela nous réjouit d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais dire encore une chose avant de donner la parole à Jay. J'ai travaillé dans la gestion des connaissances pour la plupart de ma carrière et j'aime bien réfléchir sur les choses. L'un de mes 4 fils qui étudiait le monde des carrières m'a demandé, mais comment est-ce que tu es arrivé là, vice-président d'une entreprise de consultation? Et je ne peux pas dire que je l'ai planifié, je ne l'ai pas planifié. Mais je vais vous donner quelques chiffres. J'ai eu la fortune de travailler en plus de 30 pays pendant plus de 20 ans avec plusieurs entreprises qui ont quelque chose en commun, c'est-à-dire que nous voulons introduire un changement positif dans le monde. C'est de cela qu'il s'agit pour cette conférence. Comment avancer cette idée dans de nouvelles façons? Et Jay nous a demandé aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons remporter d'ici? Ce n'est pas seulement l'occasion de revoir des personnes avec qui nous avons travaillé ou avec qui nous avons voyagé ou pleuré. C'est plus que ça. Comment est-ce que nous emportons ce que nous aurions appris ici pour rendre la vie meilleure pour les milliers de personnes avec qui nous travaillons? Et je vais donc donner la parole à Jay pour introduire la prochaine séance. Merci.
All right, good afternoon, everybody. Bon après-midi à tous. Vous avez apprécié le déjeuner? Ça a été pour le déjeuner? Did you enjoy the morning? Est-ce que cela vous a plu, ce qu'on a fait ce matin? Combien de personnes ont rencontré les 5 nouvelles personnes déjà? Make it 10. Ah, je vous lance un nouveau défi. So this is our On va preliminary panel. l'augmenter le chiffre à 10 personnes. Anticipated this panel since we started J'ai anticipé ce panel depuis que nous avons commencé à travailler sur la conférence. L'idée, quelle est l'idée? theme of this conference is all Le about thème what's called the power shift. What's happening de cette conférence est le transfert de pouvoir. Ils sont ici. Il y a des we'll get to as many questions as we can. 3 microphones. Vous pouvez vous diriger vers l'un de ces microphones pour poser votre question. And you would have seen their bios. I'm not Nous going to go through their long bios. avons avec nous Ade Cook. Working in Vous avez vu leur biologie. who is currently head of climate investment Elle funds, travaille dans le domaine de l'IA. and can we get Mafalda Duarte va devenir la directrice exécutive du Fonds vert pour le climat. Nous avons Anne-Marie Slaughter qui est en ligne quelque part. CEO of New America? Elle est la PDG. Ah, la voilà, la voilà. Anne-Marie, CEO of New America. Elle est la PDG de New America et est une experte dans les questions géopolitiques. Exactly what we're going to be talking about. Voilà, j'ai expliqué le programme. Vous avez déjà les biographies. Et donc, on va commencer avec Ade Cook. Merci beaucoup. Merci à la CDI de m'avoir invité aujourd'hui. J'aimerais remercier le personnel qui nous sert le déjeuner aujourd'hui, ainsi que tout le personnel de l'équipe technique. Nous apprécions toutes les personnes qui nous soutiennent dans les coulisses. Une autre raison pour laquelle je suis contente d'être ici dans ce panel, c'est que nous sommes toutes des femmes modérées par notre modérateur. Et j'ai été volontaire avec le Peace Corps et je savais qu'il y aurait beaucoup d'entre vous ici. J'étais avec AmeriCorps Vista après l'université et donc c'est très intéressant. On parle des carrières. Comment est-ce que vous terminez ici en travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle après avoir travaillé dans le logement et dans tous les autres domaines? L'intelligence artificielle couvre plusieurs questions. Nous parlons du changement climatique et d'autres thèmes. Il y a l'éthique, les préjugés et tout cela. Et cela veut dire que l'intelligence artificielle est une portefeuille riche et on pourrait aller en profondeur sur chacun des domaines. Mais c'est pour cela que je suis venue travailler pour Google. J'appuie l'aspect entreprise, l'USAID, ainsi que d'autres organisations. Nous avons la responsabilité de commercialiser des produits qui fonctionnent pour nos clients, qui vont les utiliser pour des cas d'utilisation spécifiques, pour la livraison des aliments ou pour répondre à des urgences. Là, l'IA peut être utilisée pour confronter des problèmes, mais bien sûr qu'il y a des défis, il faut l'utiliser de manière juste. Et comme j'expliquais
à quelqu'un tout à l'heure, je ne suis pas experte en développement international, même si j'ai travaillé avec Peace Corps, mais nous travaillons avec des experts externes qui viennent nous dire comment est-ce que les applications peuvent être utilisées de façon spécifique. Nous cherchons des experts dans des domaines pour nous conseiller à quoi est-ce qu'il faut penser lorsque nous déployons des produits. Je sais que des modèles linguistiques, on, euh, on en parle beaucoup. Ça fait quelques années que je travaille avec l'intelligence artificielle et c'est maintenant que les gens s'en rendent compte et disent, nous avons besoin de la réglementation. Pendant les 2 dernières années, je travaille avec des experts en droits humains, mais l'expérience des utilisateurs est très importante pour l'utilisation d'une technologie. Et je pense à une histoire que j'ai eue de mon expérience au sein de Peace Corps lorsque j'ai été volontaire, une jeune volontaire il y a plus de 15 ans. Un des projets qu'on vous donne lorsque vous sortez à la communauté est un réchaud propre. Voici comment donner le pitch aux femmes dans la communauté. Donc, j'ai pris le manuel de pitch, j'ai amené une démonstration, j'avais un réchaud et en Salvador et dans plusieurs pays, j'en suis sûre, des maladies respiratoires sont le résultat d'utiliser des réchauds dans des petites maisons. La fumée peut abîmer la santé. Et donc, le réchaud propre était un moyen de résoudre ce problème et leur donner un autre moyen de cuisiner. Cela n'a pas été adopté dans ma communauté. Plusieurs années plus tard, je lisais une étude qu'a fait une ONG sur le réchaud propre. Ils ont identifié un problème lorsque les réchauds étaient développés. Personne n'a consulté les femmes. Et après, on a découvert que ces réchauds ne remplissaient ou satisfaisaient les besoins de ces femmes dans leur vie de tous les jours. Et c'était une opportunité manquée. Et je l'utilise comme un exemple. C'est un exemple d'une best technologie, une technologie à un niveau plus bas, mais on peut l'amener à un niveau plus élevé que les personnes qui vont profiter de la technologie doivent être consultées. Ça doit être une conversation dans les deux sens. Chez Google, nous parlons des cercles de rétroalimentation qui doit durer toute la durée de vie des produits. Je vais donc m'en arrêter là. Thank you, Addie. Follow-up question. So you talked about Oui, une question de suivi. Vous avez parlé de l'impact de l'intelligence artificielle, mais bien sûr, il y a des gens qui ont peur de l'intelligence artificielle. Est-ce que les algorithmes vont devenir nos maîtres? Est-ce qu'on va garder nos propres identités? Mais il s'agit simplement de personnes qui vivent ici dans cette ville. Mais quand on pense de personnes dans d'autres pays, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'intelligence artificielle soit un outil qu'on puisse utiliser
au lieu de que l'IA soit quelque chose qui nous domine? Une très bonne question. Je pense que l'intelligence artificielle, en ce moment, nous fait peur parce que les gens vont voir de nouveaux usages. Maintenant, avec le chat box, on voit qu'on peut avoir une interaction avec l'intelligence artificielle. Si vous utilisez le Google Search, c'est basé sur l'IA. Vos résultats vont peut-être être différents des autres parce que ça dépend de comment vous voulez l'intelligence, la façon dont vous voulez qu'on vous livre à l'intelligence. Max maintenant utilise l'IA. Ce sont des exemples de comment nous avons utilisé notre technologie de base et nous l'avons utilisée dans une interface pour livrer un service spécifique, pour s'assurer qu'on n'utilise pas d'une mauvaise façon. C'est que d'utiliser des filtres spécifiques pour, par exemple, pour exclure des contenus qui sont mauvais pour les enfants et les contenus de terrorisme, par exemple, pour le contenu converti en bonne expérience. Bien sûr qu'on peut mal utiliser n'importe quelle technologie, mais on peut mal utiliser un marteau, par exemple. Alors, nous, en tant qu'humains, il faut avoir des contraintes autour de ces technologies. On est très engagé à avoir des questions sur la réglementation de l'IA. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jay, et merci à la Société pour le développement international de m'avoir invité d'être là. Je sens que je fais partie de votre communauté. J'ai travaillé sur le développement international pendant toute ma carrière et comme la précédente oratrice, j'ai eu l'honneur de travailler dans plusieurs pays en développement. Et je me suis focalisée sur le changement climatique et l'action climatique pendant ces dernières 15 années dans le contexte du développement international. Et j'aimerais dire quelque chose que je m'intéresse à la discussion ici. Je m'intéresse surtout aux questions posées par Jay et les membres de l'audience. Je pense qu'il est très important, et on a vu ça dans quelques articles récemment, il est fort probable, selon la communauté scientifique, que si l'augmentation de la température de 1,5 d'ici 2027, il y aura cette augmentation. Il y a des entités internationales, comme par exemple l'Agence internationale d'énergie et NUMA, qui disent que sur la base des politiques actuelles, bien sûr qu'il y a eu des améliorations et à cause de ça, on ne voit pas des scénarios beaucoup plus grands, mais on voit des augmentations de jusqu'à 2,8 centigrades. Mon système de référence, c'est le Celsius, bien sûr. Il faut que je dise ça. Alors, nous savons aussi, et moi aussi, j'ai étudié les sciences, alors je comprends bien leurs préoccupations. Alors, ils sont très préoccupés par les limites extrêmes, par exemple. Aussi, pour la calotte polaire, parce qu'il y a beaucoup de conséquences et les scientifiques font beaucoup de recherches là-dessus. Nous, les humains, nous n'avons jamais vécu dans un monde avec une telle concentration d'émissions de GEI.
Ça a été le cas il y a des milliers d'années. Mais nous, pour nous, les humains, c'est complètement nouveau. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas seulement des augmentations de niveau de mer, c'est tout un système et l'impact de ce système. Mais il ne faut pas chercher très loin. Je sais que la plupart d'entre vous nous apprécions cela. Ce n'est pas une question qui est lointaine. C'est quelque chose d'immédiat. Nous voyons l'impact à travers le monde et ici aux États-Unis. Si vous pensez par exemple de l'ouragan Ian l'année dernière au mois de septembre et l'impact en Floride, on estime par exemple il y eu des pertes de 47 milliards de dollars. Et l'année dernière, nous avons eu 18 désastres, catastrophes climatiques. Ici même, on s'attend qu'il y a une augmentation en intensité et en fréquence. Et nous avons aussi vu l'année dernière, et je pense que vous l'avez peut-être vu, au Pakistan, il y a eu des inondations très importantes à travers le pays et qui ont affecté 33 millions de personnes et a causé 1500 morts, y compris plus de 500 enfants et des dommages de plus de 40 milliards de dollars. Ce que nous avons vu pendant ces 2 dernières années, c'est que le monde sent l'impact de ces crises multiples, le climat, la pandémie du COVID-19 et maintenant le conflit, la guerre en Ukraine. Donc, cela crée des défis très importants. En ce qui concerne la pandémie du COVID, nous avons vu pour la première fois pendant des décennies que la pauvreté mondiale a augmenté plus de 100 millions de personnes. À part ce que nous avons vu, sont rentrés dans la pauvreté extrême. Et les taux mondiaux sont de 8%, sont passés à 9%. Et nous avons 150 millions de personnes qui vivent avec moins de $5 par jour. Et c'est un développement, c'est quelque chose international. Ceci, c'est une conférence internationale. Les pertes en revenus des plus pauvres étaient 2 fois plus grandes que les pertes des plus riches dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, avec l'invasion par la Russie? Il y a eu des chocs des prix, par exemple, sur l'énergie, sur les engrais et sur les aliments, ce qui, à son tour, a eu un grand impact sur le coût de la vie. Alors, nous avons vu, par exemple, l'année dernière, seulement dans la région de l'Asie, les prix de l'énergie ont plus que doublé. Et nous avons aussi vu un grand impact dans des pays tels que le Pakistan et le Bangladesh, parce que des dépenses ont été... et le gaz a été utilisé surtout pour l'Europe. Et la source d'électricité pour ce pays est bien le gaz. L'importation d'énergie et développement est de 2 ou 4% de PIB en pays développés. Pourtant, pour les pays en développement, c'est jusqu'à 25%. Donc, quand nous avons ces chocs sur les prix d'énergie, il y a un effet qui n'est pas proportionné de l'impact de ces augmentations, ce qui a mené à l'inflation et aussi l'augmentation des taux d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons une augmentation des taux d'intérêt? C'est-à-dire le fardeau de dette de ces pays de ces pays endettés va encore augmenter. Et c'est la situation maintenant dans les pays en développement. Et aussi, il y a la dépréciation de leur monnaie
qui est lié au dollar, qui aussi augmente le fardeau de l'espace fiscal, qui paye plus en ce qui concerne le taux d'intérêt et aussi en ce qui concerne la monnaie. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le climat? Nous savons, par exemple, quand il y a une augmentation de plus de 2% des taux d'intérêt, le coût de la construction, de construire et de renforcer la capacité est beaucoup plus grande, et surtout pour les projets verts, plus que pour les projets qui sont basés sur les combustibles fossiles, les projets basés sur les combustibles fossiles. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Je dis ça parce qu'il faut continuer à pousser, à insister pour plus d'actions, plus d'investissements, plus de leadership en ce qui concerne le climat dans les pays développés, mais encore plus dans les pays en développement. Nous sommes conscients qu'il y a des investissements importants ici aux États-Unis. Il y a eu des appels pour plus d'investissements et cela aussi, c'est le cas dans d'autres continents. Pourtant, on ne voit pas un tel niveau d'investissement dans les pays en développement. Nous n'allons pas résoudre la crise climatique sans eux. C'est là où nous avons la plupart de la population mondiale, là où il y a la grande demande d'énergie, là où il y a le PIB mondial. Alors, bien sûr, si on insiste, si on travaille dur aux États-Unis, en Europe, au Japon et d'autres pays, mais il faut faire encore plus pour donner un appui aux pays en développement. Merci beaucoup. Merci. Une partie de ce que vous dites, c'est que ceux qui ont plus de responsabilité pour le changement climatique ne sont pas ceux qui souffrent le plus. Quelque chose qu'on parle avec la finance, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de pays souffrent. Les pays disent, montrez-nous l'argent, parce qu'on va parler avec l'ambassadeur de Mozambique et d'autres pays qui souffrent, qui sont frappés par les effets du changement climatique. Mais avec l'argent qui existe déjà, ce sont des milliers de dollars, il y a aussi la perspective que cet argent-là va trop lentement, en petites gouttes, et ça ne subvient pas aux besoins. Quand on parle de la question du changement climatique catastrophique, quand on parle des risques, donc, est-ce que l'argent qui existe déjà devrait être déboursé beaucoup plus vite, puisque nous sommes conscients des risques que nous savons déjà, duquel nous sommes déjà conscients. Il y a des questions différentes. La quantité n'est pas assez et on entend ça de tous les pays en développement. Et ça prend pas trop de temps. C'est une question de voir combien on investit dans les pays en développement versus combien on investit dans les pays développés. La quantité est une chose et c'est bien vrai que il y a eu ce compromis lors de la conférence de COP de Copenhague a donné 100 milliards de dollars par an comme investissement climatique et tout le monde est conscient que nous tous, en tant que communauté internationale, nous n'avons pas honoré cette promesse. Donc, ces négociations et cette référence fait très souvent. Tout le monde reconnaît, et même les pays développés reconnaissent qu'il faut faire plus. Et il faut comprendre aussi que les pays en développement, à cause de ce qui s'est passé avec la pandémie, et aussi à cause de manque relatif de solidarité dans le contexte de la pandémie, et aussi avec la guerre en Ukraine,
Et eux aussi, ont senti l'impact de ces aspects. Il faut et aussi donner, si nous considérons l'effort donné pour l'effort de la guerre, il n'y a pas une réponse équivalente en ce qui concerne la mobilisation d'appui et ce type d'investissement pour ces pays en développement. Et il faut bien réfléchir là-dessus. En ce qui concerne l'accès, les pays parlent toujours de l'accès. Eh bien, ils ont bien raison d'en parler. Il y a plusieurs mécanismes, par exemple. Il y a beaucoup de fragmentation. Il y a des initiatives, beaucoup d'institutions. Et les pays qui reçoivent cette aide doivent savoir comment naviguer cette situation, comment maximiser et voir à travers tout ce paysage, comment avoir accès à toutes ces ressources, les ressources qui existent, et à travers toutes les procédures nécessaires. Donc, l'accès est une question très importante. Et je pense on doit faire plus pour rassembler toutes les institutions en partenariat et pour utiliser des procédures communes pour avoir des avantages comparatifs de toutes les initiatives et toutes les institutions et avoir de l'appui qui est beaucoup plus important au lieu d'avoir des institutions qui travaillent seules, un travail cloisonné. Donc, il ne s'agit simplement de l'investissement, il s'agit de l'appui aux pays pour changer leur cadre réglementaire en ce qui concerne les investissements. Mais il faut un engagement politique et un engagement soutenu parce que ces règlements et les politiques ne sont pas nécessairement les plus populaires. Donc, il faut maintenir un partenariat fort, un sens du partenariat au niveau des investissements et le financement et aussi au niveau. So I think the first thing I should say is when Jay Knott called to ask me to do this, I told Jay I would never say no to him, and I wouldn't. La première chose à dire, c'est que quand Jay m'a demandé si je devais faire ça, j'ai dit oui, bien sûr, je ne peux pas lui dire non. Et je suis contente d'être de retour à cette conférence. Je pense que la première fois a été en 2010. 2009 ou 2010, lorsque j'étais la directrice de la politique dans l'État, dans le département de l'État. Et il y avait des arguments sur le fait de rendre l'USAID une agence à part. Et j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous. Et donc, j'ai l'impression que cette communauté est là où j'ai appris beaucoup de leçons et pour vous dire que je suis pour le fait que l'USAID soit une agence séparée. J'aimerais nous parler d'un cadre pour les questions qui ont été déjà touchées. J'aimerais parler de la stratégie de l'administration de Biden. J'ai fait un lapsus, j'allais dire Obama. Cela a commencé avec la définition des intérêts des États-Unis et puis les menaces à ces questions, comme d'habitude, et parler
de la compétition, le conflit potentiel avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Nord, l'approche géopolitique normale qui voit des menaces aux États-Unis qui sont des configurations d'autres puissances. Et après, on a parlé des défis transnationaux, des défis transnationaux, c'est-à-dire le changement climatique, les maladies infectieuses, le manque de nourriture, d'énergie, la pénurie d'énergie, et il y en a d'autres. Mais voici la partie historique. Ils ont dit que ces défis qui vont au-delà des frontières sont des menaces existentielles qui sont aussi importantes que les autres. C'est-à-dire, c'est des questions qui nous touchent tous. C'est nous tous qui sont affectés. Le changement climatique, les maladies infectieuses sont des défis mondiaux qui sont aussi importants que la Russie, la Chine et d'autres menaces. Nous ne sommes pas prêts à mettre en œuvre certaines solutions. Si vous considérez le budget de la défense, la dépense est importante. Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour porter sa partie du fardeau, l'agriculture, etc., toutes les agences, même si vous les rassemblez, elles n'avoisinent pas le budget pour la défense. Mais si vous acceptez que ce sont des menaces aussi importantes, vous allez dépenser de manière différente et vous allez passer votre temps de manière différente. J'ai eu des collègues dans l'administration de Biden ou d'Obama, mais je suis sûre que l'équipe actuelle passe 60% de leur temps sur la guerre d'Ukraine, le reste du temps sur la Chine, la Russie, et encore moins de temps sur ces autres questions. Même si je sais que ils s'intéressent à ces questions. Avec cette lacune dans la pratique, les États-Unis se dirigent dans la direction où il faut. Il y a une manière de penser qui est contre-productive. Tout cela n'est pas important si le climat n'est pas habitable. Les gens vont vivre, mais pas de la même façon. Et j'aimerais rajouter l'IA comme l'une de ces menaces mondiales. Je suis d'accord avec Adi, mais c'est comme l'aube de l'ère nucléaire parce que n'importe qui peut avoir accès à la technologie. J'aimerais parler de l'aspect géopolitique, les différents aspects du pouvoir. L'administration actuelle voit l'Inde comme une démocratie, une partie l'Inde est plus engagée dans le Quad et puis il y a la guerre en Ukraine et l'Inde achète autant de pétrole de la Russie parce qu'il faut
que les gens aient assez d'énergie et que cette énergie était déviée. Et on dit bien sûr qu'on va le faire. Cela nous intéresse. Nous voyons comme une grande puissance dans un monde multi-aligné parce que tous ces pays, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Indonésie, le Mexique, Israël, des pays qui ont pris leur propre position sur la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que ces questions mondiales sont des questions de développement avec les transitions énergétiques, le transfert de connaissances et d'énergie. Ces questions sont plus importantes pour la majorité des populations du monde et pour les gouvernements de ces populations que les questions géopolitiques traditionnelles. Et donc, cela fait qu'il y ait un grand changement. Je viens de passer 18 mois dans un conseil d'administration, la percée pour les gens de la planète. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le multilatéralisme efficace? Les États-Unis et l'Europe ne sont pas prêts à imaginer qu'il y ait quelqu'un qui ne vienne pas de ces pays en tête de la Banque mondiale ou du FMI. Nous nous trouvons dans une crise politique. Lors de la conférence sur les ODD, nous allons voir que nous reculons. C'est une institution mondiale qui représente la majorité de la population du monde. Et si c'est le cas, il est temps qu'il fasse son travail ou être remplacé. Ou peut-être que nous allons avoir une prolifération des clubs G20, etc. Ce n'est pas un moyen heureux d'avancer. Mais il y a un programme positif qui dit que le monde voit que le système mondial est brisé et pourtant, il y a des crises identifiées par la Fédération internationale de la Croix-Rouge qui ne reçoivent pas l'attention que reçoit la guerre en Ukraine. La crise est aussi grande que la crise de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est le scénario auquel on fait face. Nous, les personnes qui vont apporter les solutions, il faut ne plus diviser la politique et le développement. Ce sont toutes des questions mondiales qui doivent être solutionnées à tous les niveaux. Ensuite, au niveau national et international, en commençant par le local. Et les gouvernements, les autorités mondiales doivent y participer, mais il faut également avoir l'infrastructure avec tous les gouvernements ainsi que les ONG et les coopérations. Mais il faut avoir les mécanismes qui vont rassembler les acteurs
du secteur public et du secteur privé. Je pense que c'est un moment important. Ce sont des questions mondiales, ce sont des questions existentielles qui méritent autant d'attention, autant d'argent, autant de temps que l'argent et le temps qui est dévoué à d'autres questions géopolitiques. Merci, j'en arrêterai là. Je ne connais personne qui peut mettre en contexte les questions géopolitiques et les questions mondiales et les liées au développement. Anne-Marie, vous avez écrit un livre, un nouvel ordre mondial en 2004 qui parlait de ceux qui formaient des réseaux transnationaux. Et nous sommes en 2023 et il y a la confusion, il y a le désordre. Donc, si vous deviez réviser le livre, est-ce que vous changerez quelque chose? Ben alors, si je ne changerais rien, ça aurait été difficile. Oui, bien sûr, mais je maintiendrai la thèse qui dit que la raison pour laquelle je dis que tous ces réseaux étaient importants, c'est parce qu'ils étaient responsables pour le changement. Les ministres de la Justice, de la Santé, des Finances, les régulateurs de la Banque centrale, etc. Tous ces réseaux, les régulateurs, des ministres de Finances, des banques centrales, les assurés formaient partie du conseil d'administration. J'introduirais beaucoup de changements, mais le plus important serait de dire que ce que je décrivais était plus développé en Europe et aux États-Unis. Et donc, l'UE est une institution qui est formée de tous ces réseaux. Et l'UE réussit à faire des compromis entre presque une trentaine d'États. Et elle est au-devant par rapport à toutes ces crises, la pandémie, etc. Mais je pense que l'ASEAN et l'Union africaine se dirigent vers la direction des réseaux de gouvernance efficaces et c'est quelque chose qu'il faut développer. Par exemple, si je donnais des conseils au Royaume-Uni, je leur dirais qu'il faut se concentrer sur le Commonwealth. Maintenant, ce qui manquait, c'est que vous ne pouvez pas le faire sans connecter les ministres aux institutions internationales, à moins de recommencer avec le FMI, l'UE. Il faut intégrer les organes internationaux avec le niveau national. Et vous avez besoin de tous les autres acteurs. Et donc, je dirais que la pièce du puzzle, c'est là la pièce manquante. J'irai avec les ODD, mais je les diviserai dans des entités plus mesurables
qui seraient assignés à des centres, des hubs, des centres avec des acteurs internationaux, nationaux et d'autres. C'est vrai que ça paraît être le désordre, mais c'est le moyen d'avancer. Je pense que nous arrivons au terme des déclarations initiales. Si vous pouvez vous diriger vers les micros pour poser vos questions, ceux qui sont là, et les personnes qui sont en ligne, vous pouvez mettre vos questions dans la messagerie. Catherine? Try it now. Can you hear me? Okay. Yes. I have 3 questions from our virtual audience. Vous m'entendez? J'ai 3 questions de l'audience virtuelle. Voici la première question. Rebecca Gianotti. Rebecca Gianotti I would dit, love to hear from each j'aimerais entendre de chacune des présentatrices leur perspective sur les opportunités de transférer le pouvoir à des communautés vulnérables, non seulement le transfert mondial et l'impact des communautés, mais aussi le transfert de pouvoir dedans, au-dedans du développement international. Comment est-ce que ça pourrait se faire? Alors, je vais commencer avec vous. Bien sûr qu'il est très important, dit Mapalda, il est très important d'avoir un niveau de gouvernance qui est très important dans le contexte des fonds d'investissement. Nous avons sponsorisé des représentants des communautés locales et aussi les peuples autochtones au niveau du gouvernement, au niveau de prise de décision, parce que ils peuvent apporter leur expérience et ils peuvent aussi apporter pour faire entendre la voix des communautés jusqu'au forum où il y a la prise de décision, c'est-à-dire au niveau international. Ça doit se faire aussi à des niveaux différents, bien sûr, en travaillant avec les pays pour qu'ils puissent donner des opportunités aux communautés de base d'exprimer leur voix. Il est très important de chercher des moyens. Et nous aussi, nous avons été les champions et les sponsors de la nécessité de donner une voix à ces communautés et pour qu'ils puissent avoir des accès à la prise de décision, avoir accès aux ressources, donner des voix à ces communautés, donner des voix aux plateformes au niveau local, international, régional. Nous voyons aussi dans l'espace pour les discussions sur le changement climatique où leurs voix sont prises en compte. Mais comment est-ce qu'on peut leur donner cette chance? Il faut avoir non seulement la voix, mais aussi la ressource. Bien sûr qu'il y a des mécanismes qui existent et où ces peuples autochtones et ces communautés de base qui sont les vulnérables n'ont jamais eu cet accès auparavant. Alors, il faut comment augmenter cet accès. Anne-Marie. Oui, c'est un problème, c'est un grand problème. J'ai 2 façons de penser de cela. Premièrement, penser de l'impact de n'importe quelle politique sur les plus vulnérables, comme étant la matrice nécessaire. Alors, quand vous mettez des matrices en place, il faut penser de comment est-ce qu'on va donner une voix aux plus vulnérables. Si on fait ça, ça va donner une voix à tout le monde. Ou bien, on ne peut pas mettre en place des politiques pour les classes moyennes, à moins qu'on puisse démontrer comment ces politiques peuvent aussi donner une voix aux plus vulnérables. Sinon, on va seulement élargir la brèche entre les classes.
Toutefois, ce n'est pas la même chose que donner de l'agence, une, la, la possibilité d'action aux peuples vulnérables, aux communautés vulnérables. C'est une question de capacité. J'ai travaillé en tant qu'avocate internationale. J'ai représenté le Nicaragua contre les États-Unis dans son procès sur la question du minage de la part de CIA du port. Mais Nicaragua, à cette époque-là, n'avait pas la capacité de faire le travail nécessaire, le travail d'avocat nécessaire auprès de la Cour internationale de la justice. Donc, c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut travailler en partenariat sans priver ces mêmes groupes qui n'ont pas la capacité de entreprendre des actions? Alors, c'est au niveau micro, ils pensent qu'il faut travailler au niveau macro, on peut mettre en place des mécanismes pour dire que si vous n'êtes pas en train de mesurer, d'écouter et de voir l'impact sur les plus vulnérables, vous n'avez pas arrivé à avoir l'appui nécessaire pour votre politique. Je pense que quelque chose qu'a mentionné Anne-Marie dans ses remarques préliminaires, c'est les problèmes géopolitiques et peuvent être aussi causés par l'intelligence artificielle. Je vois toute une grande différence dans les attitudes à travers le monde à l'IA. Et c'est pour ça que plus récemment, il y a eu des appels pour continuer à commencer par l'OCDE. L'État a signé les principes de 2018 sur l'IA. Par exemple, il faut aussi continuer avec ce que fait l'Europe. Il y a l'acte ou la loi de l'IA pour la protection des droits fondamentaux des humains. Et nous savons que l'Europe est leader en ça. Il y a eu des discussions similaires en Amérique du Nord, en Amérique latine et aussi en Asie et d'autres pays, en Afrique aussi. Mais comment est-ce qu'on peut continuer le travail de l'OCDE avec ces principes en ce qui concerne l'IA? En fait, je ne pense pas que ça soit tellement facile. Pour dire la vérité, il y a des régions qui auront des réglementations qui vont prendre en compte l'agence, l'action, et d'autres n'auront pas les mêmes sauvegardes qu'on a déjà vues dans quelques parties du monde. Alors, il incombe aux institutions mondiales pour traiter ces problèmes. Il y a eu des discussions. Est-ce qu'on a besoin d'une communauté de parties prenantes qui va prendre en compte toutes les questions et tous les défis, que ce soit la durabilité, le changement climatique et d'autres? Bien sûr qu'il y a considérer toutes ces questions. Et l'IA peut être un problème et en même temps une solution de tous ces problèmes. Et toutes les questions de droits humains doivent être bien pensées, surtout quand maintenant on voit que l'intelligence artificielle joue un rôle dans les applications de technologie. Et comme Anne-Marie a dit, il y a le bien et aussi les applications de les technologies qui donnent à penser et dans les préoccupations. Je m'appelle Michael Wybron, je suis conseiller à Vixel et j'ai une question pour Madame Duarte. Vous avez dit quelque chose d'intéressant quand on a parlé du progrès sur les objectifs sensibles au climat. Vous avez dit que ce n'est pas seulement les ressources, mais aussi la politique. Et donc, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit, mais beaucoup de ces choses ne sont pas populaires. Alors, est-ce que vous pourrez peut-être en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a ou des politiques qui ne soient pas tellement populaires, mais qui doivent être traitées, discutées? S'il vous plaît. Oui, il y en a plusieurs.
Mais il y en a un, c'est les réformes sur les subsides sur les combustibles fossiles, parce que maintenant, on a des milliards de subventions sur les combustibles fossiles et nous savons tous que la plupart de ces subventions sont régressives parce qu'ils tendent à donner plus de faveur à ceux les plus riches, ceux qui en bénéficient le plus. Mais bien sûr qu'il y a aussi des bénéfices pour les moins riches, pour les pauvres, mais pas au même point que les plus riches. Mais les pauvres aussi en tirent des bénéfices. Mais il est très difficile d'apporter des changements à ces politiques. Il y a des façons de compenser les pays où le groupe à faible moyen pour qu'ils ne doivent pas dépenser trop sur des questions de fossiles, des combustibles fossiles. Ce sont des questions qui ne sont pas tellement populaires, à moins que le peuple, surtout les plus pauvres, puisse avoir la confiance qu'ils ne vont pas perdre dans ce changement. Dans cette transition qu'on est en train de discuter, les questions d'une transition juste et la dimension de qui va gagner et qui va perdre et comment on peut s'assurer que que les plus vulnérables, les groupes de faibles moyennes souffrent le plus. Il est très important de prendre ça en considération. Par exemple, dans la transition, et on voit cela dans les pays comme l'Afrique du Sud et l'Indonésie et bientôt en Inde. La transition de base est une source de revenus pour des milliers de personnes. Alors, il faut avoir des programmes, des mesures et des politiques qui donnent la confiance aux communautés qui ne vont pas perdre, ils ne vont pas perdre leurs moyens de vie et qu'ils vont d'autres opportunités. S'ils n'ont pas cette sécurité, ils vont s'opposer parce que c'est une question de moyens de vivre. Voici donc quelques exemples. Il y en a plusieurs d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il n'est pas suffisant de parler simplement sur le financement. Merci beaucoup. Je m'appelle Connie Schrinke de Centre de valeurs et le développement international. J'aimerais parler spécifiquement sur l'IA. Comme en tant que chercheuse, nous savons que tout ce qui porte à l'ordinateur, il faut avoir un apprentissage. Pour l'apprentissage pour l'IA, il faut avoir de l'accès aux données. En tant que quelqu'un qui a travaillé en Afrique, en Inde et d'autres pays, les données ne sont pas tellement il y a très peu de données dans quelques cas, et même que si les données ne sont de mauvaise qualité. Qu'est-ce qui se passe? Les éthiques des machines, c'est quelque chose de bien établi. Il y a d'autres sources qui ne considèrent pas que l'éthique des machines ne reconnaissent pas l'importance de l'éthique des machines. Est-ce que c'est une question de base? Et quand on parle de l'IA, est-ce qu'on doit prendre en considération et dire qu'il faut maintenant développer les capacités d'élargir, d'avoir plus de données pour qu'elles soient assez robustes pour avoir une éthique des machines, pour avoir une analyse très importante qu'il faut commencer. Je suis sûre que vous pouvez apprécier les tensions entre la privauté sur les données et aussi le besoin d'avoir apprentissage sur les données. Je pense que c'est un grand défi. Si vous considérez ce que quelques pays vont faire avec des données très diverses.
Je ne suis pas sûre s'il y a une opportunité dans le développement, dans l'espace de développement international pour voir qu'est-ce qui est intentionnel et comment est-ce qu'on va surmonter les problèmes. Quels sont les principes directeurs pour ceux qui travaillent dans cet espace, d'une façon pour que les gens puissent avoir le protagonisme. Ce sont pas des questions très faciles. Et pour des gens comme vous, qui ont des questions d'éthique, vous reconnaissez que ce ne sont pas des questions faciles. Mais je ne prétends pas avoir les réponses. Pour revenir à ce que Anne-Marie a dit, c'est pour voilà où il faut avoir le réseautage. Voilà, il faut établir des réseaux pour voir quelles sont les opportunités, comment est-ce qu'on combattait les brèches dont la technologie était tellement spécifique que le développement international, il a tout un tas de diversité. Les aliments, les inondations, tout ce qui affecte les gens, il faut avoir des considérations spécifiques. C'est seulement la communauté qui est plus affectée doit mettre en place, doit être prise en compte. Il faut être près de l'impact pour bien le comprendre, pour lutter contre ces impacts. Bien sûr, une approche de haut niveau peut nous aligner avec, par exemple, les principes de l'OCDE et les principes les signataires de ces principes de l'OCDE. Il faut aussi voir de tous les niveaux, toutes les couches pour voir exactement où est-ce qu'on sent le plus l'impact de cette technologie. J'en ai beaucoup. Je pense que j'ai le temps pour seulement une seule question. Mais il y a des questions très intéressantes dans le gym pour ceux qui veulent un peu engager après. Julia de la Cruz dit, quelle est la recommandation principale pour faire avancer les résultats de développement international à travers l'IA, le financement pour le climat et d'autres? On va commencer avec Anne-Marie. Ma recommandation, ce serait que tous les maires de chaque pays, un pays plus ou moins grand, devraient nommer quelqu'un responsable des affaires internationales. Par exemple, parce que nous avons eu un maire adjoint pour les affaires internationales. Il faut créer l'infrastructure spécifique pour engager avec les autres à n'importe quel niveau pour battre les problèmes mondiaux et locaux. Ça a bien fonctionné contre le terrorisme. Quand il y a eu une attaque à Jakarta, les personnes à New York et d'autres pays de taille moyenne ont commencé à voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà ce qu'il faut faire en ce qui concerne le changement climatique, par exemple, les questions, les problèmes d'énergie et d'aliments, etc. Oui, je suis d'accord. Oui, donc les gens demandaient dans les municipalités, comment est-ce qu'on peut entraîner notre personnel? Je sais que cette technologie peut aider notre personnel pour faire face à ces problèmes. Ce n'est pas seulement une question d'un plan pour un problème spécifique. Il faut bien comprendre la technologie. Ça nous donne de l'espoir pour l'avenir. Il y a, on dit dans la communauté de l'ingénierie, il est que le langage de codage est l'anglais. On peut dire, donnez-moi un garden box layout avec des tomates et des oranges et des pommes. On peut l'appliquer à tous les problèmes de ville. Comment est-ce qu'on peut avoir pour utiliser des outils pour contre les inondations et par exemple pour remplir le pool dans les rues.
comment il peut s'adresser à les questions. Il faut bien comprendre les outils. Une fois que vous comprenez l'outil, il faut que vous allez comprendre les problèmes. Il faut aller et vraiment et s'attaquer à ces outils pour bien les comprendre, pour bien comprendre les problèmes. On encourage tout le monde d'utiliser la technologie, commencer et en comprendre aussi les limites. Something to what I'm going to suggest that each one of Je us vais suggérer que chacun devienne le champion, la championne du climat. Des fois, on oublie qu'on est puissant en tant qu'individu. Nous sommes des éducateurs, nous sommes des consommateurs. Il faut qu'on soit les meilleurs champions que nous puissions être. Je pense qu'on peut faire la différence. Donc, c'est-à-dire que nous allons nous donner le pouvoir en utilisant les outils de l'intelligence artificielle et utiliser les outils internationaux. Merci au panel pour cette discussion intéressante. Merci d'avoir posé ces questions intéressantes. Merci encore une fois au panel et profitez bien du reste de la journée. Merci. I thought those of you who are still here might like to hear one of the other questions online. Ceux qui sont là, je pense que vous aimeriez entendre une question. Cette question a été posée avec ChatGPT. Considérant l'influence transformatrice de l'IA, comment est-ce que les initiatives internationales peuvent profiter de l'IA pour faire profiter les communautés au niveau mondial? J'aimerais conclure cette séance avec l'une des discussions éclairs, Simon Brown, futur inclusive, etc. Les personnes vivant avec des incapacités partout dans le monde ont moitié moins de chances que les personnes sans handicap et n'auront pas la possibilité d'être employées. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût de 1000 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que on garde les personnes en dehors de la main-d'œuvre? Il faut identifier les solutions ensemble. Inclusive Futures a fait cela. Nous avons investi du temps pour mieux comprendre le fonctionnement des marchés de la main-d'œuvre et nous avons tiré des conclusions intéressantes. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup d'entreprises autour du monde qui veulent être inclusives avec des personnes vivant avec des handicaps dans le monde. Plusieurs ont essayé et qui veulent être aidés. En même temps, les personnes handicapées aspirent à avoir les mêmes emplois que les autres, mais manquent de confiance pour chercher ces opportunités. Alors, et puis, nous avons commencé à regarder les solutions ensemble avec des entreprises telles que Diageo, Safaricom, Coca-Cola Beverages Africa, MTN, Unilever, Standard Chartered Bank, qui forment des milliers de personnels et des cadres dans des centaines d'entreprises pour être plus à l'aise avec les handicaps, pour en même temps adaptant les programmes de formation pour les personnes handicapées, pour qu'elles puissent avoir les compétences pour avoir accéder à ces emplois, à Global IT Academy de Cisco, etc. Et le fait de piloter une approche innovatrice avec des
personnes qui travaillent dans le domaine des ressources humaines, développer des initiatives avec le BIT pour avoir accès à l'expertise des organisations qui travaillent avec les personnes handicapées. Et enfin, travailler avec les cadres réglementaires et donner des incitations pour avoir des approches plus inclusives. C'est juste le début, mais le retour sur l'investissement sont impressionnants. Merci. Nous avons des petits groupes à travers la salle, les réfugiés, le changement climatique, et il y a également des groupes dans le virtuel également.